Bien, bonjour à tous. Donc, je vais faire un témoignage sur, comme est intitulé l'exposé, le titre de mon exposé, l'appui au groupe d'agriculteurs pour favoriser les évolutions de pratique des compétences au cœur des métiers de conseil. Donc, je vais revenir un petit peu sur une expérience vécue. J'ai perdu le bouton là. Voilà, donc au niveau de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, j'animais autrefois le service agronomie environnement au niveau de la Chambre d'agriculture. Et donc j'ai été conduit à prendre l'initiative pour mettre en place un cycle de formation action Gerdal. Alors pourquoi? Deux raisons. La première expérience, c'était au niveau d'une demande d'agriculteurs que nous créions des références sur les techniques culturales simplifiées. Or à l'époque, il y a eu un énorme dispositif conduit par l'INRA, l'ITCF et autres CETIOM, de très longue durée sur ces aspects cumulatifs, donc les techniques culturales simplifiées. Et donc on a retransformé la question en disant que c'était plutôt une question de transfert de connaissances qu'une question de création de connaissances sensu stricto. Mon collègue qui était en charge de ce secteur, Étienne Lalanne, a eu l'occasion de s'intéresser et d'écouter Claire Ruot et m'a rapporté les travaux de Jean-Pierre Darré sur pairs et experts dans l'agriculture. Premier point. Deuxième expérience qui a été déterminante, c'est la coopération justement avec Christophe Soulard sur une démarche de prospective territoriale sur un tout petit territoire sur lequel je ferai un zoom dans mon exposé et qui nous a conduit à poser la question effectivement dans ces démarches territoriales de créer les conditions pour que les agriculteurs aient leur propre parole. Ça m'a été conforté par ma participation à un colloque organisé à Vannes sur savoir-faire sur les bassins versants où là Patrick Sayart avait fait un exposé aussi inspiré des travaux du Gerdal. Donc j'avais bien compris aussi, à travers toutes ces démarches, que, comme ça a été dit, ça impliquait des changements de posture assez profonds en termes de conseil, en termes de pratique du conseil. Ça exigeait aussi de l'acquisition d'outils et de méthodes propres, et puis de créer les conditions de transfert d'expérience par rapport aux acquis déjà passés. Donc on a été conduit à mettre en place un cycle de formation action au Gerdal, sur les démarches de recherche coactive avec les agriculteurs. Donc, il y a deux finalités. D'une part, co-construire des références sur le travail du sol, système de culture innovant, prairie, conduisant à des changements pratiques. Et deuxième champ d'investigation qui nous motivait à l'époque, c'était co-concevoir des projets territoriaux et co-animer des opérations locales. Alors on s'est inspiré pourquoi on a parlé d'un cycle de formation? On s'était inspiré d'une expérience vécue dans le service, où on avait fait appel à un consultant extérieur pour travailler sur la délégation et avec une alternance de temps de pratique et de temps de discours théorique, d'intervention théorique, et qui avait été très fécond. Donc on a gardé le même schéma pour mettre en place ce cycle de formation au niveau de la Saône-et-Loire. C'était une initiative. Alors je précise quand même qu'au niveau institutionnel, l'initiative a été bien accueillie puisque le directeur de l'époque était en interconnaissance avec l'équipe de Bruno Lemry. D'autre part, le responsable professionnel était un militant du local et de chercher des conditions à ce que les agriculteurs puissent s'exprimer localement. Et donc nous avons commencé ce cycle de formation par une journée starter pour valider et lancer le projet en juin 2004. Il y avait l'équipe de Bruno Lemry avec Claire Ruot et Christophe Soulard, Claude Compagnon. Et puis on avait réuni des responsables professionnels de la commission agronomie et environnement et puis une quinzaine d'ingénieurs du secteur agro-environnement, avec élargissement à la DECUMA, ainsi que à la Chambre régionale de Bourgogne. La structuration a été la suivante, c'est un travail sur 2 ans. Premier temps, 3 séquences de 3 jours de formation de base avec Claire Ruot, Bruno Lemry et Christophe Soulard, avec des interventions sur les acquis à maîtriser en termes de compétences. Et puis, en même temps, on a ouvert des chantiers pour mettre en application, mettre en musique tout de suite ces différentes connaissances théoriques. Donc, il y a eu ensuite ce cycle de formation théorique s'est prolongé par 4 journées de partage d'expérience au niveau du groupe de la bonne dizaine de conseillers impliqués, et qui est animé par Claire Ruot, avec en plus l'appui de Claire Ruot à distance. Et donc, c'est sur un pas de temps de 2 ans qu'a eu lieu cette formation. Avec deux types de chantiers, les uns relatifs à la co-construction de références, techniques culturelles simplifiées, l'herbe parlons-en, les systèmes de culture innovants, les milieux prairies remarquables,
Et puis le deuxième versant, co-animer et co-concevoir des projets territoriaux, donc le défi dont je vais reparler, les opérations locales sur l'eau, parce que la problématique était assez générale, et puis aussi un accord cadre viticole. Claire m'a proposé donc de faire deux zooms sur deux expériences. La première, donc l'herbe, parlons-en. Donc je fais un petit retour d'expérience, donc d'une expérience conduite par deux collègues, Sophie Maubillon et Carole Lemasson, donc dans une région qui s'appelle l'Autunois, en région allaitante. Donc oui. Donc à l'époque, dans la mise en œuvre de la démarche, il y a déjà comment mobiliser les acteurs pour créer un groupe. Donc là, c'était l'échelle d'intervention. On a envoyé à l'époque 70 agriculteurs sur l'ensemble du canton, qui était donc l'aire de surface, l'aire de conseil de ma collègue. Ensuite, dans le deuxième temps, pour la seconde réunion, on a restreint donc, sur 5 communes où les agriculteurs avaient plus répondu, pour constituer donc un petit groupe donc, de partage d'expérience. Donc la naissance du groupe, donc, le titre ça a été l'herbe par 11 ans. Donc les animatrices donc, ont évidemment donc, interrogé, donc, écouté les agriculteurs pour savoir quelles étaient les questions qu'ils se posaient, et puis de façon ensuite à le reformuler donc, en termes de problèmes. Le problème qui a été reformulé était le suivant, c'est compte tenu de l'impossibilité de labourer les prairies permanentes, comment les empêcher de s'abîmer? Ça peut vous surprendre, mais nous sommes en région granitique, où il y a une dégradation naturelle des prairies permanentes, et donc l'un des enjeux, c'est bien celui qui a été repéré par les agriculteurs. Suivant. Donc, deuxième réunion, on cherche donc à élargir la surface du problème, et puis donc à envisager donc, avec les agriculteurs la co-construction de solutions, et puis à se fournir un programme de travail, ce qui a été fait. Donc, il y a eu donc 3 rendez-vous techniques pour des solutions concrètes, qui associaient à la fois donc, des visites de terrain et puis des apports théoriques, et puis donc qui ont été relativement bien suivis. On arrive simplement à l'évaluation donc par les éleveurs. Donc dans les bulles, vous pouvez voir un petit peu l'expression de satisfaction de la majorité donc, des éleveurs qui ont participé donc, à ce type de démarche. Et donc finalement, il a été conclu pour ce groupe-là de poursuivre. Et donc, ce type d'initiative a été essaimé un petit peu en Saône-et-Loire, dans la région allaitante, par d'autres conseillers donc, à l'époque. Je vais passer parce que je suis stressé un peu par le temps, là. Donc en tous les cas, oui, peut-être retour en arrière. Ce qui est intéressant quand même, puisqu'on parle d'efficience du développement, et puis je pense qu'une des vraies questions centrales aujourd'hui, c'est bien l'efficience du développement. Tous les éleveurs concernés ont changé leur pratique. Donc ça, c'est quand même un point important que je voulais photographier. Et donc, ils ont accepté de continuer sur le même mode donc, de pratique donc, inspiré de travaux de jardin. Deuxième zoom que je vais, donc ça on va passer, sur lequel je vais donc m'appuyer, donc développer, c'est donc le travail qu'on a conduit en collaboration avec Christophe Soulard. Donc, comment animer et négocier un projet territorial multi-enjeux. Donc, on est sur un tout petit territoire de 600 hectares en bordure du Val-de-Saône, zone inondable, et où donc il y a une conjugaison d'enjeux, à la fois environnementaux. Il y a un puits de captage, donc une réserve d'eau potable. On est en zone Natura 2000, donc on a tout pour ce qui est biodiversité faunistique et floristique. Et puis la commune donc, a aussi des communaux, qui sont des espaces donc, de gestion prairiale, qui font l'objet de pratiques ancestrales, où ce sont des troupeaux donc, communaux qui valorisent ces espaces-là. Ils ont aussi la commune a aussi le souci de préserver donc, un côté loisir donc, au niveau du bord de Saône. Et donc et puis en plus on est en zone inondable. Donc vous voyez le cumul des contraintes. C'est aussi une opération multi-acteurs. Et donc on a donc les agriculteurs, compris dans leur diversité, c'est le sens des variations de couleurs, au niveau donc sensibilité, type d'exploitation, accès au réseau de développement, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis les intervenants qui ont essayé de piloter l'opération, donc le maire et puis la commune, l'animateur local donc, en relation avec moi, et puis donc en appui, sur cette diapositive, il n'apparaît pas, mais il y a un rôle majeur pourtant, je suis désolé, Christophe Soulard, puisqu'il était donc directement dans l'ombre, en tous les cas, pour piloter l'opération. Et puis donc on a aussi les administrations au sens assez varié. Ce type d'opération territoriale fait intervenir aussi des expertises, là aussi de champs variés. Donc vous voyez donc, le nombre d'acteurs qu'il faut arriver donc, à coordonner. Donc il est évident que donc, la concertation territoriale est centrale dans ce type de démarche,
Et donc, Christophe a donc organisé plusieurs groupes de travail, les acteurs institutionnels de l'environnement, qui, eux, travaillent par sectorisation, très compartimentés, les agriculteurs locaux, où on a essayé donc de créer les conditions pour écouter leur point de vue par rapport aux mesures agro-environnementales, et puis écouter leur vision de l'espace donc en termes de prospective, et puis évidemment la municipalité qui a joué un grand rôle. Donc il y a eu deux niveaux de concertation qui ont été copilotés en même temps, un comité de pilotage sensu stricto où il y avait tous les acteurs concernés par le projet, et puis trois groupes institutionnels, agriculteurs et municipalités. Les administrations, elles travaillent par secteur, donc là, et par compartiment. Donc là, vous avez sur ce petit territoire de 600 hectares, donc la zone à enjeu eau potable, la zone de grande prairie avec la question du ral des genêts à préserver donc, pour la biodiversité, les prairies communales donc, de la mairie, et puis la zone inondable donc, de l'ensemble. Donc, oui, suivant. Les administrations, on a souvent parlé donc, de millefeuille territorial, c'est pas un vain mot, c'est une réalité. Sur ce petit secteur, chacun des enjeux sectoriaux dépend de centres de décision différents. D'où la complexité finalement d'arriver à des politiques cohérentes et à des projets cohérents sur un petit territoire, ne serait-ce que sur un petit territoire. Puisqu'en fait, il faut arriver donc à contacter des centres de décision qui ont des échelles de travail, des échelles d'intervention, des motifs tout à fait différents. Et donc, un des problèmes clés, c'est bien d'arriver à trouver des cohérences entre les politiques publiques sur un territoire pour que ensuite les acteurs locaux s'y retrouvent. Du côté des acteurs locaux, donc les agriculteurs, deux points simplement par rapport à ce que je veux relever, c'est que d'une part, leur contribution, si vous voulez, dans leur connaissance pertinente sur le terroir, et donc en particulier, Christophe avait souligné que un des agriculteurs qui n'était pas du tout dans les réseaux, qui était donc en décalage, en fait a été très contributif dans le dispositif Natura 2000 par sa connaissance qu'il avait du secteur, et notamment du repérage des oiseaux, etc. Deuxième contribution forte des agriculteurs, c'est leur vision globale. Autant, je dirais que les administrations arrivent à couper les cheveux en quatre, autant les agriculteurs donc, ont une vision globale très pertinente, et très rapidement, lorsqu'ils ont été réunis donc, en collectif entre eux, et uniquement entre eux, ils ont trouvé les clés de l'aménagement qu'il fallait donc promotionner pour pouvoir donc, concilier tous les enjeux et toutes les contraintes, par une réorganisation de parcellaires. Et donc, parce qu'en fait, ils n'étaient pas opposés à la biodiversité, par exemple, mais encore faut-il créer des conditions de parcellaires qui soient adaptées aux conditions d'équipement actuelles, parce qu'on n'est plus à l'ère du cheval. Voilà, donc ensuite, donc, si on fait le bilan donc, de l'opération, il y a eu deux faits déterminants. Il y a eu la réorganisation parcellaire où les agriculteurs ont eu un rôle prédominant, avec des solutions très pertinentes, qui ont dépassé un peu, à un moment donné, le maire, donc il a fallu rattraper les choses. Et puis le dispositif de l'administration, le cadre, qui était quand même une notion intéressante, je trouve à l'époque, enfin, qui avait suivi donc, au CTE, mais deux concepts où il y avait cette notion de contrat territorial local qui me paraissait vraiment intéressant. Donc ces deux dispositifs ont été déterminants pour conjuguer un petit peu tous les enjeux, redistribuer l'espace, les prendre en charge, et puis avoir donc un projet cohérent, un projet territorial cohérent. On a essayé d'en tirer quelques leçons, donc premier point, donc la notion de collectif pertinent. Ça, pour ma part, je trouve que je l'ai retenu parce que je trouve que c'est vraiment un concept très opérationnel. Donc, savoir quelle échelle, pour une échelle de mobilisation donnée, se poser les questions des échelles d'intervention, des lieux, de qui inviter, et de réunir ces collectifs donc, au bon moment, sur un rythme donc, bien réfléchi, et puis de créer les articulations. Donc, la suivante. Les articulations, en l'occurrence, ça a été de créer un double comité, donc d'avoir un double pilotage politique entre le responsable de la Chambre d'agriculture de l'époque et puis donc le maire pour ce qui est de l'institutionnel, et puis donc une animation par le chef de projet de tous les acteurs locaux. Et donc il faut arriver donc à faire en sorte que donc, les uns et les autres aient droit à la parole, et donc un des rôles du chef de projet, c'est aussi d'arriver à fédérer les collectifs pertinents, donc pour arriver donc à ce que donc à l'arrivée on arrive à un projet intéressant. Et puis, donc, puisque mon intervention se situe sur les compétences à acquérir, ce qu'on en a retiré donc, avec Christophe, c'est que donc l'animateur, il faut qu'il soit chevronné. Parce qu'en fait, d'une part, il faut qu'il ait un certain nombre de compétences techniques irréfutables, en termes de connaissance des exploitations et des milieux écologiques, qu'il soit capable de coopérer avec différents métiers, donc conseiller d'entreprise, juriste, écologue, agronome, hydrogéologue,
Et puis en même temps, il faut qu'il soit donc un excellent organisateur, capable d'écoute, de reformulation et attentif aux préoccupations pour pouvoir donc animer les différents collectifs, les agriculteurs, la municipalité, le groupe, les tenants les responsables de l'eau, les groupes sur la biodiversité. Donc c'est une mission assurément extrêmement difficile, où il faut donc effectivement acquérir de l'assurance et de l'expérience. Et je pense que donc les démarches Gerdal ne s'improvisent pas, il faut bien investir donc dans leur acquisition de méthodes. Pour conclure, la conclusion que je tirais à l'époque, au nom du groupe, c'est qu'il faut bien arriver, l'un des enjeux du développement, si vous voulez, c'est bien d'arriver, donc si on se situe dans une perspective de développement durable, et c'est toujours la même qui est présente, je pense, c'est d'arriver donc à mailler les savoir-faire pratiques des agriculteurs, et puis les connaissances techniques et théoriques sur le plan scientifique. On a exploré deux champs, là, co-concevoir ou co-animer donc des projets territoriaux en relation avec les enjeux environnementaux qu'on peut élargir aux enjeux périurbains. Et puis co-construire des références, donc en intégrant davantage donc, le fonctionnement des exploitations, parce que l'adoption de l'innovation, elle dépend quand même beaucoup du fonctionnement des exploitations, et puis en valorisant la puissance quand même des témoignages entre pairs pour la modification de pratiques. Donc ça, c'est les conclusions qu'on tire à l'époque. Depuis, là, pour préparer cet exposé, donc, je me suis interrogé sur la pérennité, et puis, oui, la capitalisation de l'investissement qu'on a consenti il y a 7-8 ans, une dizaine d'années, quoi. Bon, il y a un turnover qui est donc lié donc, au problème de retraite, certains qui sont partis ailleurs, etc. Il y a aussi des résistances internes. Tout le monde à l'intérieur de la Chambre d'agriculture n'a pas adhéré à ce type de démarche, en particulier au niveau du service de formation, il y a eu des résistances, ce qui a hypothéqué un petit peu le potentiel de développement de l'opération. Ceci dit, en prenant du recul avec une de mes collègues, Pascal Moretti, qui était donc à l'origine, on peut quand même faire un bilan positif, parce que donc, au niveau de l'herbe, il y a eu d'autres expériences qui ont été essaimées. On a eu l'occasion de faire un diagnostic sur les phytosanitaires sur la vallée de la Brenne, où on a associé beaucoup de compagnons avec l'exploration des réseaux d'interconnaissance. Ma collègue Marie-Sophie Petit, qui co-anime le RMT, Système de culture innovant à la Chambre régionale de Bourgogne, je trouve que dans la façon de procéder au niveau des innovations, les agriculteurs sont très associés. On a mis au point donc, une formation agriculteur et tracteur sur son territoire. On a négocié aussi une charte sur les zones humides et travaux hydrauliques ruraux. Là aussi, on avait donc un carcan réglementaire donc, qui a été parachuté donc, du jour au lendemain donc, pour préserver les zones humides, qui était absolument ingérable sur le terrain. Et donc là, on a réagi justement en mobilisant les savoir-faire locaux, et on a négocié avec l'État. On a travaillé avec un ingénieur d'administration extrêmement ouvert à l'époque, donc on a abouti à une charte. Et puis on faisait remarquer aussi que les réseaux défis, qui est l'un des principaux chantiers à l'heure actuelle, finalement les groupes défis s'inspirent assez donc, de l'animation Gerdal, en tous les cas pour ceux qui ont été animés en Saône-et-Loire. Si on se situe en termes de perspective, pour recouper avec ce que disait Claire donc, dans son exposé, il me semble que les travaux du Gerdal sont quand même au cœur des enjeux de développement. Je pense qu'on a un vrai problème d'efficience. Et donc, que ce soit les problématiques d'environnement d'eau, donc avec les bassins d'alimentation de captage, où là, depuis 10 ans, finalement, on assiste à une aggravation des réglementations, et finalement, pour les acteurs locaux, je trouve qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, et ça m'interroge énormément en termes d'efficience. On a le périurbain avec des nouvelles émergences de pouvoir de décision, où là, donc, les agriculteurs, il faut qu'ils soient présents. La loi d'orientation, quand on la décode, pousse à l'agroécologie et à la création de GIE2E. Je trouve ça tout à fait intéressant. L'APCA a poussé à une démarche qui s'appelle Innovation, qui consiste à prendre en considération les innovations pratiques des agriculteurs. Et ça aussi, je trouve ça extrêmement positif. Et ça renvoie aux questions que tu as posées, donc, Claire, tout à l'heure, en termes de, tous les cas, donc, comment animer et comment faire émerger ces réseaux d'agriculteurs, qui sont effectivement de plus en plus complexes, qui appartiennent à différents cercles, mais où, en tous les cas, il y a bien un enjeu d'animation du terrain. Et puis, pour conclure, je dirais que, donc, au niveau de la sociologie, je pense que la sociologie est plus que jamais partie prenante, doit être plus que jamais partie prenante dans les problématiques de développement, de formation et de conseil, parce que je crois que, elle peut apporter des éclairages vraiment intéressants sur la façon d'améliorer notre efficience. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous partagez un bon sentiment, mais pour ma part, j'ai été tout à fait passionné par la complémentarité entre l'exposé
de Claire et de Christophe d'une part, et l'intervention de notre voisin directeur de la Chambre de Saône-et-Loire. Et alors, Claire vous a expliqué comment on travaille, on va partir en groupe, cependant, n'est-ce pas, parce que c'est très codifié et en même temps il y a un peu de souplesse. Cependant, si vous aviez une observation à faire, une question à poser ou un éclaircissement à demander, vous pouvez le faire maintenant. Ce sera une façon d'amorcer les groupes qui vont se mettre en place, dont les rapporteurs réanimateurs ont été désignés. Merci d'exécuter ça dans votre temps. Peut-être, pour ma part, j'inviterai volontiers Christophe à dire 2 mots sur son sentiment, sur la conclusion qu'il tire de l'opération dont M. Coquelin a parlé, parce que tu as eu un rôle tout à fait essentiel, me semble-t-il. Ce qui me paraît compliqué, c'est d'être à la fois très discret et très présent. Voilà. Et alors Christophe, bon, je sais par ailleurs qu'il est bon pour ça, Claire aussi d'ailleurs, hein. Peut-être vous pourriez donner un peu votre sentiment sur votre participation à cette opération. En 2 mots, pour amorcer les ateliers. Non, juste en 2 mots, je voulais faire un lien entre le premier exposé et le second. On a parlé de dispositifs dans le premier exposé, mais de façon assez rapidement, en disant finalement on avait des collectifs assez stables. Aujourd'hui, on a des dispositifs plus hétérogènes et sur des temps plus courts. Et l'exposé de François illustre bien cette notion de dispositif. Vous savez, le schéma où il y a les acteurs, les agriculteurs, les comités, etc. Et ça, c'est vraiment révélateur, je trouve, des situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui dans le développement, avec cette notion de collectif pertinent au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, par exemple, un problème, le but c'est d'accompagner des agriculteurs, mais pour animer cette réflexion sur dans quelle direction travailler, comment résoudre les problèmes posés, on est obligé de combiner des animations auprès de collectifs de pairs différents qui à certains moments fonctionnent de façon autonome et à d'autres moments se retrouvent pour se concerter et proposer des solutions pluri-acteurs, pluri-institutionnelles, avec toute la complexité qu'a soulevé François quand même, et notamment tout ce poids des réglementations contradictoires au milieu desquelles les acteurs se trouvent pris, quoi. Merci. Alors, juste un petit mot par rapport à la notion de pluriacteur. En prolongement de ce que disait Christophe, c'est qu'on s'est rendu compte avec l'expérience que travailler sur une problématique pluriacteur n'était pas égal à constituer un groupe dans lequel on mettait tous les acteurs. Et qu'en fait, l'efficacité de la capacité des gens à négocier, à discuter de solutions pour monter une filière de produits en périurbain, pour aménager une zone protégée, pour maintenir l'agriculture en périurbain, par exemple, près d'une ville, l'efficacité des discussions entre acteurs dépendait de la capacité de chacun des groupes d'acteurs à construire son propre point de vue et sa propre vision des choses. Ce qui se traduit très concrètement par un dispositif dans lequel on va avoir à la fois des groupes de pairs, et notamment on va mettre l'accent sur ceux qui ont le moins accès à la parole facilement ou qui sont le moins à même d'avoir une position déjà élaborée, et des moments de discussion pluriacteurs qui vont se traduire effectivement par un groupe à un moment donné pluriacteur. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter une contribution dans la perspective des ateliers, Moi, c'est juste plus pour comprendre. Peut-être vous pourriez, excusez-moi, mais voilà, c'est à vous présenter. François, tu parlais de chef de projet. Si j'ai bien compris, c'était Christophe Soulard. Oui, non. Est-ce qu'il y a un chef de projet interne et comment ça s'articule? Il a... Non, en fait, disons que Christophe était donc au départ un rôle extrêmement important dans la structuration des dispositifs de dialogue. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où
Donc le chef de, enfin donc il a été en appui en permanence à l'animatrice locale, Mélanie Dufou. Et puis pour ce qui me concerne, donc j'ai joué le rôle d'interface avec les administrations. Donc c'était un dispositif un peu complexe. On va dire qu'on était à 3 à travailler en permanence avec une répartition des rôles, quoi. Donc c'est un chef de projet. Ben, disons que quand même l'essentiel a reposé. Enfin, il y a eu des rôles différents, quoi. Donc l'animatrice avait quand même eu un rôle imminent, donc au quotidien de mise en connexion des différents acteurs. On a bénéficié donc des appuis, donc évidemment méthodologiques, savoir-faire de Christophe, notamment dans la préparation des réunions. J'étais frappé à l'époque par le soin apporté donc à la préparation des réunions, et puis donc au soin à distribuer la parole donc dans ces petits collectifs, donc comme tu disais, qu'il y a donc à chaque fois donc le collectif des agriculteurs, les autres collectifs, etc. Et moi j'ai plus eu un rôle sur le versant un peu politique, avec la mairie, avec le président local, etc., quoi. Moi, j'ai pas... Merci. Une demande de monsieur. Présentez-vous en 2 mots, parce que c'est utile pour l'enregistrement. Et attendez que le micro arrive. Voilà. Merci. Bertrand Vincent, Chambre régionale d'Auvergne. Vous avez mis ça en place, si j'ai bien compris, quand vous étiez chef de service, c'est ça? Aujourd'hui, vous êtes directeur, mais vous constatez qu'il y a eu une baisse de la dynamique et quelques résistances. Est-ce que aujourd'hui, à la place qui est la vôtre, vous avez pu mettre en place des dispositifs qui permettent de pérenniser ça dans le fonctionnement de vos conseillers, des dynamiques de conseil et d'animation du territoire, quoi. Alors c'est vrai que donc c'est un investissement qui a eu lieu il y a une dizaine d'années environ, qui a porté sur une bonne dizaine d'acteurs du développement, qui étaient donc confrontés aux problématiques d'environnement et d'agronomie pour l'essentiel. Donc c'est loin d'être, c'est une faible partie des 120 intervenants de la Chambre d'agriculture. Donc par contre, j'ai pas fait d'évaluation rigoureuse là pour cet exposé, mais ce que j'ai partagé, c'est un peu c'est un peu des observations par rapport à. Donc je constate que malgré tout, dans ce domaine-là, il y a eu des initiatives qui ont perduré et qui me font dire que donc il y a une certaine pérennité par rapport à l'investissement qui existait, bien qu'il y ait eu des départs donc physiques d'acteurs, de conseillers. Alors après, donc, en tant que directeur, est-ce que, enfin moi, pour ma part, j'estime que les démarches GERDAL donc sont au cœur de l'actualité. On a actuellement, on est en train de refonder donc le service formation, de repartir sur d'autres bases. Mais effectivement, je pense que la journée m'intéresse énormément pour savoir aujourd'hui comment remobiliser dans ce sens-là. Ceci dit, je me rappelle aussi des échanges que j'avais eus avec Claire Ruot donc en amont de la mise en place de ce dispositif de formation. Il n'était pas question aussi de rendre le dispositif obligatoire, quoi. Il faut quand même repérer des conseillers qui sont motivés. Bon, actuellement, donc, de toute façon, on travaille beaucoup sur l'innovation. Je travaille avec un consultant donc, de Vannes sur l'innovation, qui est un consultant d'entreprise, et donc pour le moment, on met l'accent sur là-dessus. Mais bon, je pense que c'est pas innocent, par exemple, que le premier GIE2E qui va émerger de Saône-et-Loire, c'est l'une des participantes du dispositif, quoi. Non, je pense que l'investissement qui a été fait est donc à un caractère pérenne. Après, donc, son amplitude, il faut y mettre de l'énergie, quoi. Bon, je suggère qu'on parte en atelier, et puis j'ai l'autorisation de Claire, tout va bien. Pour finir sur une note optimiste et en même temps ironique, que les chefs de service de chambre n'en voulu pas que pour devenir directeur, il faille devenir jardinien. Ça marche pas partout. On n'en reparlera pas.